Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Bien arrivé en Bourgogne depuis hier, donc hier Ajaccio-Paris et aujourd'hui Paris, le Creusot en TGV. Maintenant je suis à Marcigny, voilà, et on est donc chez Émile Henry. Vidéo dédiée à Émile Henry, je suis ravi de la faire parce que c'est un peu mon Disneyland, moi, visiter des usines de fabrication de produits de qualité concernant la cuisine. Donc voilà, ravi d'être là. Je vais vous partager mes 2 jours, voilà, chez Émile Henry. Je pense qu'il va y avoir de quoi partager, donc ça va être une vidéo dédiée, hein. Je vous ferai une vidéo, un vlog sur ces 2 jours. Et puis c'est parti, on va voir un peu ce qui nous attend. Remplir un peu et hop, comme ça, encore un petit peu, c'est bon. Ça en fait c'est de la réserve parce que quand la barbotine elle prend, ça aspire forcément un peu, donc il en faut un peu plus. Il y a du débit quand même, hein. On dirait pas, oui, ça va monter vite. Tout ça avec juste la pression gravité, c'est cool. Et pourquoi un plat, j'ai compris, hein, c'est le plat absorbe l'humidité, l'eau qui est dedans. Et du coup, si on avait une pompe qui acheminerait, ce serait quoi le risque? Ça charge en air peut-être, qu'il y ait des bulles d'air, ou je sais pas si ça... Exactement ça. C'est ça. Et l'air, c'est tout ce qu'on déteste. Ah ouais, parce qu'après... C'est comme un glaçage en pâtisserie, il y a des similitudes. Ah, c'est vrai. Ok, il y a des bulles d'air sur mon glaçage, je me dis... Il faudrait un truc plus souple. Merci. Bon, on a commencé la visite de l'usine, trop intéressant. On vient déjà de couler nous-mêmes des petits, j'ai mis mon petit t-shirt là, Émile Henry. On vient de couler nous-mêmes des ballons à vinaigre. Les ballons à vinaigre, c'est ça. Et en fait, on vient de procéder, vous avez vu les images, on a coulé la matière première dans les moules. Comme ça, on a fabriqué nos propres ballons à vinaigre. Très intéressant. Donc mes bains sont prêts à faire. Donc ça c'est... Voilà. On prend le plus haut possible. Et on évite de rester très longtemps parce que c'est de la terre. Mais si je reste trop longtemps, ma terre absorbe trop et ça va faire de la boue. D'accord. Elle va s'écraser. Ça, voilà, pour ça, ce soit à 2 niveaux. Voilà. Ok, donc je rentre comme ça. Comment il fait pour faire les 2 d'un coup là? Et pousser. Un petit peu, c'est pas mal. Un petit mouvement, hop, hop. Allez, le petit twist du poignet, c'est clair. C'est pas mal. C'est pas mal. J'attends la validation de... C'est pas mal, c'est pas mal. Là, je pense que c'est bien. Voilà. Ah. Du coup, évite de faire comme moi, de le tremper 2 fois. Ouais, je crois que c'est... Bon, on continue notre petit tour. Alors là, je vous aurais sûrement mis des images encore. Il y a Lola gentiment qui me fait des images à chaque fois que je fais. J'ai émaillé mon petit bocal qui sert à mettre du sel dedans. Donc voilà, nickel. Pas ouf, pas ultra précis, hein, mais il est joli quand même. Bon, du coup maintenant on se retrouve dans le laboratoire Émile Henry et là on va faire un truc super intéressant, c'est qu'on va on va constituer nous-mêmes nos couleurs. Parce que vous savez, après c'est coloré, etc. Il n'existe pas, merci beaucoup, il n'existe pas uniquement le blanc, enfin couleur farine je dirais. Et moi j'ai faire ma petite couleur Nikook parce que je vois qu'elle y est là, mon petit code couleur, je vois qu'il est disponible donc c'est top. Et c'est une fois de plus très intéressant la façon dont il fabrique de A à Z. De toute manière, je vous mettrai au fur et à mesure des petites images que je fais tout au long de la journée. Bon, voilà, regardez, j'ai créé ma couleur. Bleu Nikook. C'est vrai, hein, c'est le bleu Nikook, regardez. Bon, après, c'est une coïncidence. Hein. Il y avait cette couleur proposée, on l'a pas fait exprès pour moi. Mais maintenant, j'ai trop hâte, on va aller mailler une petite bouteille à vinaigre. Donc, trop bien.
gâteaux, puis c'est pas pareil. Hein. C'est un peu pareil. Alors là, il y a un cacao. Ah oui, oui. Tu rappelles plutôt à l'endroit là où tu as fini. Ok, donc là je me remets pas à l'extérieur. Un petit peu, mais je viens vite. Nickel. C'est bien là? Ouais, là c'est vraiment la bonne proportion. Un tout petit peu trop, mais pas grave. J'appuie un petit peu là du coup. Ouais, on laisse appuyer, ça va tourner. Bon, c'est la petite pause, il est midi passé, même 13h. Hein. Et bon, du coup, on a droit au petit buffet derrière, c'est très sympa. Après, on va avoir un atelier pizza. Bon, je vis ma meilleure vie, hein, vous le savez, c'est typiquement le genre de choses qui me plaît. On a beaucoup appris sur l'entreprise dans la matinée. Hein. Je vous ferai un petit bilan à la fin de cette vidéo, même si je vous donne des infos au fur et à mesure. Mais top. Franchement, un très très bon voyage presse pour le moment, comme on l'appelle. Enfin, il reste encore demain et tout, hein, mais là, je suis dans mon élément. Voilà, pour l'instant. On va se restaurer maintenant, j'ai pas déjeuné ce matin, j'ai bu juste de café. Donc voilà, maintenant c'est l'heure de la restauration. Bon, donc là on arrive dans une autre unité de production qui produit en plus grande quantité que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais qui produit toujours manuellement. Il y a une personne au bout de la chaîne qui remplit toute une chaîne de moules en fait avec un système sous pression, et ça permet justement de remplir plusieurs moules en même temps. Ah, il y a des bonnes. Ah, rassuré. Bon, je vous fais un petit point pendant qu'il me reste encore de la batterie, parce que je filme pas mal mine de rien aujourd'hui. Alors là derrière on a la chaîne de production que je vous ai montré juste avant, en gros, mais toujours manuel au final, grâce à un système ingénieux qui pousse de la matière première dans tous les moules qui sont à l'horizontale, et du coup ça permet d'en faire plus qu'un par un comme on a vu tout à l'heure. Ensuite là de ce côté là, du coup on a la phase où ils entreposent, et là-bas il y a des gros séchoirs qui sèchent à 80 degrés pour évacuer l'humidité de la matière première, et ensuite ça va passer en cuisson après l'émaillage, etc. On arrive donc au four, donc c'est la finition en fait, c'est une fois que c'est émaillé et tout, ce que je vous ai montré précédemment, parce que nous quand on a travaillé on a fait les choses dans l'ordre mais pas dans l'ordre de la visite. Donc, vous avez vu quand j'ai émaillé etc. Après ça part au four. Four c'est un four pas comme à la maison, hein. Ça monte à 1000 degrés et du coup ça termine le produit. Voilà. Après une fois qu'il sort du four, je vais quand même me renseigner s'il n'y a pas une ou deux petites étapes supplémentaires dont on n'aurait pas parlé, mais logiquement une fois que ça sort du four c'est terminé. Bon, nous voilà sur notre lieu de villégiature, j'allais dire, à l'hôtel, mais c'est pas un hôtel, hein, c'est vraiment un château. Je vous le montre après, parce que là je me suis déjà un peu excentré, parce qu'ils ont un potager, du coup je suis venu voir un petit peu le potager. Très beau, très carré, très bien entretenu, il y a des fraises, il y a beaucoup de fraises en fait, d'ailleurs je vais leur en piquer une, parce que c'est dommage, voilà celle-là, regardez, elle est sur le point, elle est au sol même, elle est au sol celle-ci, des petites fraises et tout. Ils vont rien me dire, je pense qu'elles sont trop bonnes. Et il y a des tomates, des aubergines, il y a un peu de tout. Le lieu est magnifique. Hein. J'ai plus le nom en tête, je vous le dirai après évidemment, et vous aurez l'adresse en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc voilà, on fait un petit atelier ce soir ici, une masterclass, et ensuite on dort sur place. Donc trop pratique parce que cette journée mine de rien est assez intense. Et donc pour vous situer un petit peu géographiquement la propriété, vous avez ici le potager, et là quand on se tourne, on a la bâtisse qui est juste là. Donc le château, hein, c'est un château, et on dort tous ici, on est tous on a tous une chambre différente, c'est trop cool. Moi je suis à l'étage, voilà, en haut, et du coup moi j'ai vu sur les fontaines, etc., et les jardins, donc trop beau. Et on a un petit atelier cocktail apparemment qui nous attend là-bas. Sésame, huile de sésame et sauce soja avec une touche de vinaigre de cidre, des pétales de radis et un petit peu de sésame doré par-dessus. Globalement, c'est pas compliqué.
fait tout ça à base de tamari, c'est de la sauce soja un peu dessalée. Hop, huile de sésame. C'est la petite salade, donc radis, asperges, petits pois. Radis, asperges, petits pois. Voilà, l'huile de sésame, sauce soja et un tout petit peu de vinaigre, de cidre. Là on en profite. Par-dessus, on va mettre des œufs tamago. Donc ça c'est les œufs qu'on a cuit mollets pendant 6 minutes et directement qu'on a écaillé et qu'on a mis à tremper dans cette sauce soja qui est mélangée avec du mirin. Le mirin c'est comme un peu du saké sans alcool. C'est pour ça qu'ils ont cette couleur. Si on peut les laisser 8 heures de plus, ils seront encore plus marqués, ce sera encore plus joli. Normalement ils sont encore très coulants à l'intérieur. Ça va. Ok. Bon, on se retrouve dans cette ambiance très feutrée. On a passé une méga soirée. Je vous ai fait quelques images, c'était trop bien. On a fait donc 2 ateliers. Un atelier cocktail avec un jeune de la région qui a repris un bar et qui fait des cocktails, etc. Donc on a eu le droit à un petit atelier privé. C'était vraiment cool, elle nous a expliqué plein de choses sur la mixologie, etc. Donc ça déjà c'était très intéressant. Et ensuite on a fait un atelier cuisine avec Julien Sebag. Alors vous devez probablement le connaître. Je vous invite à aller voir son compte Insta si c'est pas le cas. Super chef, qui a 2 restaurants à Paris, jeune, hein, il doit avoir la trentaine je pense. Il va avoir 30 ans je crois, il a dit. Et adorable. Déjà, vous savez l'importance que j'accorde à la façon dont ce que sont les gens, on dira. Donc déjà adorable, donc trop agréable de faire un cours de cuisine avec lui. Et puis super cuisinier quoi, on a mangé des trucs de fou. Du coup, je lui volerai probablement 1 ou 2 recettes pour les refaire à la maison parce que c'était trop bon. C'est tout ce que vous avez vu avant que je vous ai mis en image hein, sur la table, etc. Trop bien. On est donc au château de la Chée. Voilà, je devais vous dire le nom, donc c'est fait, le château de la Chée. Et Saint-Membre, vous pouvez séjourner, hein, c'est pas juste réservé pour les influenceurs. Souvent les gens ils me disent, oh, vous avez trop de chance, vous les influenceurs, vous avez trop des privilèges et tout. Alors, c'est un privilège d'être ici, hein. J'en ai tout à fait conscience, de toute manière, je le sais très bien, mais c'est des endroits qui vous sont ouverts également si ça vous intéresse. Et ce que je peux vous dire, c'est que le lit a l'air trop bien parce que je suis crevé et que je vais me coucher maintenant. Demain, c'est une expérience assez incroyable qui nous attend, j'en ai jamais fait de ma vie. Et demain, c'est réveil très tôt. Alors là, pour tout vous dire, il est 23h21 et demain, c'est réveil 5h. Départ 5h30 et décollage 6h. Mais décollage de quoi? Décollage de la montgolfière. On va faire de la montgolfière, j'en ai jamais fait de ma vie. Je trouve ça fascinant comme moyen de locomotion, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, j'ai trop hâte d'en faire. Lola, vous avez vu, hein, on est avec Lola Ross, aussi Anne-Sophie Vidal, il y a Margot aussi. Je vous mettrai tous les comptes Insta. Je le fais à chaque fois qu'on fait un petit blog trip avec d'autres influenceurs. Je vous mettrai tous les comptes Insta des gens que j'ai rencontrés parce qu'ils sont trop sympas. Franchement, moi j'ai trop de chance sur mes blog trips et mes voyages presse. C'est qu'à chaque fois je me trouve qu'avec des gens trop cool. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos les comptes à découvrir. Et du coup je disais quoi? Oui, du coup je vous disais Lola Ross, regardez sur Google les accidents de montgolfière et tout. J'étais pas bien parce que c'est quand même des choses qui me font peur, hein, même si maintenant je prends beaucoup d'avions et que du coup je suis habitué, mais tout ce qui est hélico, avion, montgolfière et tout, du coup je suis pas trop chaud. Voilà, ça c'est demain 5h30 et puis maintenant au lit parce qu'il reste que 6 heures de sommeil du coup. C'est mon voisin qui est arrivé, mon voisin de chambre. Et du coup je vous dis à demain, je vais vous partager tout ça évidemment. Oh salut, comment ça va? On est le lendemain. Toujours en Bourgogne, au château de la Chée. On a très bien dormi, mais très peu. Couché vers minuit et demi, réveillé à 2h, déshydraté. Et aujourd'hui, c'est du coup réveil à 5h15. Là, il est 6h moins 10 et magnifique lever de soleil. Hop, magnifique lever de soleil sur la Bourgogne. Et on va faire de la montgolfière, quasiment tous pour la première fois de notre vie, je crois. Donc trop stylé. Il y a 2 montgolfières qui nous attendent, et puis c'est parti, je vais vous partager tout ça parce que je pense que ça va être vraiment cool. Bon, on se retrouve un peu plus tard, je vous ai pas raconté en vlog, j'ai fait des stories du coup. C'était bien la montgolfière, vous avez vu?
Non, vous n'avez pas vu puisqu'on n'en a pas fait finalement. Bon, c'est pas du tout de la faute des organisateurs. C'est le fait que, du coup j'ai quand même appris plein de choses. C'est le fait que les conditions météorologiques doivent vraiment être parfaites pour décoller en montgolfière, ce qui est logique quand on réfléchit, mais on n'y pense pas forcément. Et nous on pensait vraiment qu'on allait en faire parce que le temps était dégagé, il y avait une légère brise mais toute petite. Et du coup ils ont dit non, il y a trop de vent et tout, genre il faut vraiment qu'il y ait vent zéro. Et puis c'est aussi le fait qu'il y ait, parce que justement ça dépend tellement de la météo, puisque ça se dirige pas vraiment, ça va où le vent l'apporte. Et du coup ils prennent tout ça en compte, ils ont vu qu'il y a des cellules orageuses un peu autour et que ça allait être compliqué pour l'atterrissage et tout, donc ça s'était annulé. Le temps qu'on aurait dû passer dans la montgolfière a quand même été bien je veux dire utilisé, car j'ai dormi 3 heures. Je suis rentré à l'hôtel, on est tous rentrés à l'hôtel dormir parce que du coup on s'était levé à 5h15. Donc voilà, et maintenant deuxième activité de la journée, là ce coup-ci on va faire du vélo électrique. Ça c'est cool, ça va marcher. Et moi j'aime beaucoup faire du vélo électrique, j'en avais fait pour un block trip en Alsace, j'avais adoré. Donc c'est parti, on va se mettre sur nos vélos. Bon, je prends des risques incroyables pour vous filmer ça. Normalement vous allez bien m'entendre avec mon micro, je suis content. On va direction Oyer, pour ceux qui connaissent bien la Bourgogne et le coin, en vélo électrique, c'est trop cool. Donc je suis dans les derniers pour l'instant. Et il y a tout le monde devant, c'est trop sympa. Il fait bon en plus, hein, regardez, je suis en manche courte pour en faire, donc nickel. Et puis ben voilà, petite balade de 7-8 km à travers les champs de la Bourgogne. J'adore, à chaque fois en block trip quand on fait du vélo électrique, je suis à fond. Bon, la balade se poursuit, hein, on est bien, là on arrive dans des endroits beaucoup plus vastes, avec des beaux points de vue sur les champs évidemment. Hein. C'est beaucoup de champs en Bourgogne, mais c'est très beau, paisible. C'est une région que j'apprécie beaucoup, je vous l'ai déjà dit, hein, parce que voilà, c'est quand même une région dans laquelle je suis venu plusieurs fois du fait de la famille d'Elissa, du côté de sa maman. Et du coup, c'est une région que j'apprécie pour plein de choses, hein, la gastronomie, le fait que ce soit vraiment la ruralité, un peu, je retrouve un peu de la vie de village, etc. Donc c'est vrai que c'est voilà, c'est parfait pour décompresser, puis bon, les vins et tout, etc. Donc c'est vraiment une région que j'apprécie énormément. Après, tiens, je raconte toute ma vie. Ouais, je parle beaucoup. Et après, du coup, voilà, là par contre, c'est un coin que je connaissais pas du tout parce qu'apparemment, on est beaucoup plus au sud que là où j'ai l'habitude de venir habituellement, justement. D'habitude, on va plus vers Mont-Soleil-Mines, même Cluny, Mont-Soleil-Mines, Mont-Cenis aussi, j'ai fait. Et là, on est plus dans le sud, apparemment. On est vraiment plus proche de Lyon, je dirais, pour situer sur la carte. Je mettrai des petites images peut-être pour vous montrer où on était exactement. Peut-être que vous allez voir que j'étais pas loin de chez vous. Il y en a quelques-uns qui m'ont envoyé des messages sur Insta pour me dire que j'étais pas loin de chez eux. Et puis voilà, on continue notre petite balade. Après, en plus, on a une dégustation de vin avec un buffet. Donc, comme d'hab, je vous filme tout ça. Et donc voilà, après quelques petits kilomètres de vélo, nous voilà arrivés à Oyer. Oyer, c'est ici, là-bas, en contrebas. Toujours pareil, hein, les Bourguignons doivent connaître forcément. Moi, je découvre, je suis jamais venu dans ce coin. Ben nous on se retrouve quelques jours plus tard, je suis en train de monter la vidéo, c'est une belle vidéo hein, qui va durer une vingtaine de minutes, donc plutôt dans ce que j'ai l'habitude de faire par rapport aux dernières vidéos que je vous ai fait récemment. C'était vraiment un super séjour, j'ai appris plein de choses. Alors au-delà de redécouvrir la Bourgogne, parce qu'on a fait plein d'activités en extérieur comme vous avez pu le voir, et en plus d'un coin de la Bourgogne que je connaissais pas du tout, ça m'a permis de découvrir véritablement comment sont fabriqués les produits Émile Henry. Alors c'est top pour moi et je pense pour les passionnés de cuisine de voir ce genre de choses parce que ben, moi c'est des produits que j'utilise depuis longtemps Émile Henry, hein. J'ai la cloche à pain, j'ai la pierre à pizza, j'ai 2 ou 3 moules style clafoutis, donc voilà c'est des produits que je connais mais ça permet vraiment de leur donner une autre dimension une fois qu'on les utilise parce qu'on ne se rend pas compte que, surtout en particulier pour cette entreprise là, qu'il y a vraiment des gens qui les fabrique avec passion et genre de A à Z. Là, vous avez vu, on est sur une usine qui est très peu mécanisée. Alors les choses hein, vraiment qui m'ont
touché et plu dans cette visite, c'est déjà le côté histoire familiale. Là, ça fait 6 générations depuis 1850 que la famille Henry perpétue ce savoir-faire de père en fils. Donc nous on a eu la chance de passer nos journées avec Jean-Baptiste, qui est Jean-Baptiste Henry du coup, l'héritier en quelque sorte de tout ce savoir-faire, et qui donne un petit virage maintenant un peu plus moderne, en tout cas dans la communication, on vous en rappelle à des influenceurs, etc. Donc moi je trouve ça top. Surtout que je suis vraiment content d'avoir pu découvrir ça de mes yeux. Adorable, personne ultra sympathique, voilà, ça a l'air, les gens ont l'air vraiment épanouis dans l'usine, c'est vraiment ce qui est ressorti. Ensuite, le truc aussi qui me fascine, c'est que c'est quand même un gros marché. C'est une entreprise qui pèse dans le monde de la gastronomie, et le tout en restant implanté à Marcigny. 100% de la production sort de Marcigny. Donc tout ce que vous avez, Émile Henry, entre vos mains vient de Marcigny. Que vous achetiez un plat en Corée du Sud ou aux États-Unis ou en France, il vient de Marcigny. Ça, c'est, je trouve, incroyable, parce que Marcigny, c'est vraiment, je crois, pas dire de bêtises, il faudra vérifier, mais c'est moins de 2000 habitants. Ça me parle énormément, parce que vous n'êêtes pas sans savoir qu'avec mon projet de fabrique que j'ai envie d'implanter dans mon village, c'est beau d'avoir des ambitions comme ça. Peut-être qu'un jour on vendra des produits Nikook en Corée du Sud, on ne sait pas, mais voilà. Mais le fait de voir que c'est possible de faire une énorme production comme ça dans un petit village, au final, c'est vachement inspirant. Je continuerai à acheter des produits Émile Henry, mais je les verrai différemment maintenant, parce qu'une fois qu'on a vu les personnes qui les fabriquent, vous avez vu la dame qui les moule, la dame qui nous a donné des conseils pour émailler à la main, le monsieur aussi qui était sur la chaîne de production qui ponçait ses cocottes, qui finissait ses cocottes avec l'éponge une par une, etc. C'était vraiment fascinant à voir. Et ça fonctionne. Donc comme quoi c'est possible de faire du made in France, de faire de la qualité, d'exporter à l'étranger, d'avoir un rayonnement à l'étranger, et puis surtout de faire quelque chose de grande qualité, comme je le disais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a un petit peu allié à la fois les petites beautés de la Bourgogne, petites excursions, plus la visite de l'usine. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me motivera pour essayer de trouver d'autres endroits à visiter du genre. D'ailleurs, il y en a un prochainement qui arrive en Bretagne, mais je vous garde un petit peu la surprise, un petit peu dans le même style. Mais voilà, un format un petit peu différent d'habitude. En tout cas, si il vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, le liker, vous abonner à la chaîne, au compte Insta, à la chaîne Twitch et tout. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!